Bonjour à vous tous et merci d'être là. Nelson Mandela disait, je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. » Fin de citation. Je suis de cet avis. C'est pour cela que je fais partie d'ailleurs de ceux qui contestent les systèmes éducatifs en cours. Et je crains beaucoup quand je vois comment les parents sont peu présents dans l'éducation de leurs enfants parce qu'ils la remettent entre les mains de l'école et ils se préoccupent presque uniquement des cours au programme. Bienvenue particulièrement à vous qui venez d'arriver ici sur notre chaîne Verboom. Cliquez immédiatement sur s'abonner pour ne pas oublier. Le sujet de ce podcast est le suivant: spiritualité, magie ou sorcellerie, comment distinguer? Autrement dit, peut-on devenir sorcier ou magicien sans le vouloir? Immédiatement, je réponds oui et non. Oui, si vous vous engagez sans discernement à faire tout et n'importe quoi, parce que vous suivez vos amis, parce que vous suivez vos collègues, parce que vous obéissez aux tendances, par imitation ou même par curiosité. Non, puisque à un moment donné, il faudra votre consentement, votre coopération consciente. Mais sachez-le d'avance, si vous aimez la facilité, sincèrement, je vous le dis, vous finirez voleur ou magicien ou sorcier, même assassin. Entendez le nombre de jeunes qui préfèrent ces choses comme moyen pour le succès. Les porte-monnaies magiques, les huiles, les savons de succès, les scarifications, les crayons à billes commandés chez tel ou tel marabout, les lavages au village, j'en passe et de meilleurs. Les jeunes gens sont de plus en plus orientés vers ces choses plutôt que vers le travail harassant. Et voici le cas de Bertrand. Bertrand, cadre de l'administration, fait partie de ceux que l'on peut dire qu'ils ont réussi. Et Bertrand est sorti d'une grande école, affecté dans une région pas très enclavée, poste de responsabilité, valeur montante, il épouse une jeune fonctionnaire elle aussi, 4 ans de mariage et déjà 2 enfants, mais 4 ans aussi sur un poste de chef de service. Il n'a pas de promotion, il commence à trouver ça long, ceci d'autant plus que ses promotionnaires montent. Alors ses amis lui disent écoute, tu penses que tu peux rester comme ça là, tel que tu es, et les choses viennent te trouver sur place? Il faut bouger mon gars. Tu crois que nous on fait comment? Les gens là-haut ne te connaissent pas. On clique à gauche, on ne voit pas ton nom. On clique à droite, on ne voit pas ton nom. Tu crois que si tu as un problème, on va s'adresser à qui? À ton vieux au village? Qui est ton parrain? Qui est ton parrain, mon pote? C'est le concerné lui-même qui raconte l'histoire. Hein? Alors il réplique, moi j'entre pas dans les choses compliquées. Hein? Je suis un chrétien pratiquant. Je suis pas dans ces histoires-là. Alors, ses amis lui répliquent, eh bien, c'est pas mal que ton église te parraine alors, ça se fait. On connaît des gens qui sont parrainés par leurs églises. Mais il y a des choses, même si l'église te parraine, toi-même, tu dois être un homme. Donc, bon, calmons-nous, on va te proposer quelques lectures juste pour te cultiver et te convaincre que tu devras être un homme quand même. Tu sais, on ne te veut pas de mal. Alors, en paix avec lui-même, notre jeune fonctionnaire accepte la documentation que lui offrent ses amis. Ce sont des exercices spirituels. Donc, c'est pas dangereux, rien de méchant. Mais il n'en a pas parlé à son épouse. Et la plupart des exercices, il ne peut pas les faire au bureau. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas la discrétion nécessaire ni le calme. Il est donc obligé de les faire la nuit à la maison. Il les fait, mais un beau jour, ses proches voient que le gars commence un peu à ne plus avoir un raisonnement très cohérent,
Ça va pas là, certainement le palu. On soigne le palu, mais ça va toujours pas. Puis on dit non, c'est pas ça, c'est le surménage, repos médical, ordonnance, calmant, somnifère, rien. Il faut essayer au village. C'est peut-être pas une maladie de l'hôpital, comme on dit. Il commence à devenir même violent. Il commence à se déshabiller. Alors là, c'est très grave. C'est difficile à contrôler pour sa jeune épouse, qui en plus a ses 2 bébés et son travail. C'est vraiment la panique générale. En un laps de temps, elle est épuisée. Quelqu'un lui conseille alors de chercher un prêtre exorciste. Et les prêtres exorcistes, il y en a beaucoup, hein. Certains n'ont pas 24 heures de formation, mais ils sont quand même prêtres exorcistes. Allons-y voir. Madame va donc venir avec quelques personnes qui la soutiennent, plutôt au centre catholique universitaire où il y avait une équipe sacerdotale assez réputée. Elle est reçue par l'équipe. Elle raconte comment ça a commencé, comment ça se manifeste. Alors, selon la méthodologie appliquée, sera-t-il capable de dialoguer? Nous essayons d'engager un dialogue. Est-ce qu'il a la raison suffisante pour dialoguer? C'est là qu'on est buté. Il n'est vraiment pas capable de dialoguer. Ça va dans tous les sens. Et le désespoir commence à menacer son épouse qui est là, découragée, qui pleure. Nous continuons cependant, malgré tout, à discuter avec elle. Est-ce que vous êtes au courant de ces dernières fréquentations, de ces dernières préoccupations? Est-ce qu'il fait ceci, est-ce qu'il fait cela? Est-ce qu'il se comporte comme ceci, comme cela? Son dernier chronogramme d'activité avant la maladie, c'était comment? Les lieux qu'il fréquente? Bon, on essaye de savoir un peu tout, hein, autour. Et puis à un moment donné, le père aumônier flaire quelque chose et dit à la dame, vous dites que votre mari est très pieux. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps de prier ensemble? Oui, répond-elle, mais généralement, comme lui, il étudie beaucoup de trucs, les dossiers à la maison, très souvent, chacun prie à part. Lui, il prie beaucoup plus souvent quand nous dormons déjà. Alors, le père est frappé par un terme. Il étudie beaucoup de trucs. Bon, c'est vrai, c'est un ingénieur, mais enfin. La dame décrit les postures. Il est souvent à genoux sur la descente de lit, la bougie allumée, en train de prier avec sa Bible et son missel. Ah, très intéressant. Bible et ses livres de prière catholique. Bon. Alors, le père lui dit, rentrez donc chez vous. Calmez-vous, rentrez chez vous et ramenez-nous tous les bouquins de son chevet. Emballez-les tels qu'ils sont et n'essayez même pas de les arranger. Mettez-les juste dans un emballage et vous les ramenez. Ceci dit, ceci fait. Le père va demander à la dame de déballer, puis il va dépouiller livre par livre, y compris des identifiants de pages. Eh bien, vers le dernier quart, en bas du tas de livres, il va débusquer un petit livre d'environ 120 pages, intitulé « Le voyage astral », bien connu des amateurs de ce temps-là. Il retire ce livre et dit à la dame, « C'est ce que moi je cherchais, les autres vous pouvez les ramener. » Voilà. Et maintenant nous allons essayer de découvrir ce qui s'est passé. Feuilletant ce livre, qu'allons-nous découvrir? Le propriétaire y écrivait en marge énormément de petites notes, soulignait certaines phrases, écrivait la date et l'heure, même des ponctuations diverses, on en découvre. Et nous allons voir vers la fin que son écriture commençait à changer.
il n'écrit plus de la même manière. Ce n'est plus très lisible, c'est comme si sa main tremblait. Et puis, plus rien, plus de notes, plus d'écriture. Et justement, au niveau où les notes s'arrêtent, il y a une phrase qui dit ceci, je cite, « Vous allez maintenant sortir de votre corps. » Voilà, nous y sommes. C'est la fin du chapitre, et le chapitre suivant commence par « Vous êtes maintenant de retour dans votre corps avec succès, félicitations. Mon œil, tel n'est pas le cas ici. » Puis, patati patata, le livre dit donc ce qu'il faut faire par la suite avant de passer à l'étape suivante. Le père va conclure, hein, il va dire immédiatement que très probablement, le monsieur a dû effectuer une sortie de son corps et a raté l'atterrissage au retour. On appelle cela un accident pranique, c'est le terme technique qu'on utilise dans ce domaine. Monsieur n'était donc pas suffisamment bien préparé et il s'est passé certainement des choses avant le voyage. Est-ce parce qu'il était un peu trop seul dans son exercice? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas bien marché. C'est comme si vous vous exercez à piloter un avion uniquement avec 2 livres de mode d'emploi, un pour voler et l'autre pour atterrir. Et voilà que pendant que vous êtes en train de vous exercer à voler avec beaucoup de plaisir, vous voulez déjà atterrir et on vous renvoie au tome 2. Il s'avère que vous avez laissé le tome 2 à la maison. Qu'est-ce que vous faites? Lui, ces perturbations ont commencé au moment où son écriture n'était plus vraiment la sienne. Et puis, il est donc parti. Et en revenant, il a raté la piste d'atterrissage dans son corps. Logique, non? Son esprit ne s'est donc pas réajusté exactement dans son corps. Voilà. Il a fallu une expertise spirituelle assez pointue pour remettre en place l'esprit qui avait raté de quelques microns la piste. Là, j'utilise quand même des termes que chacun peut comprendre, mais ce n'est pas exactement ces termes qu'on utilise au plan technique, c'est une illustration. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre, on n'est pas en sciences physiques. Alors, dans son cas, ça a pris suffisamment de temps et beaucoup d'énergie pour réajuster. Il a fallu revoir donc après son environnement humain et spirituel. Et c'est là où on découvre que ses propres amis et collègues ne sont pas si innocents que ça. Ce sont de véritables guerriers qui sont bien engagés dans des choses connues, que je ne citerai pas, et qui ne permettent même pas qu'on leur retire leur gibier. Ça a été un autre combat. Heureusement que son épouse a collaboré à identifier un certain nombre de pistes. Cet aspect n'est pas le plus facile à gérer. Mais il faut toujours intégrer un nouveau milieu qui est protecteur à partir de cette expérience de délivrance, c'est le terme. Si vous sortez de ce milieu et que vous tournez le dos, vous dites rien ne peut plus m'arriver, en tout cas je suis innocent, évidemment l'ennemi ne s'avoue jamais vaincu, il vous donnera de ses nouvelles. Il a beau se présenter comme un ami, quand il est attaqué, il montre son vrai visage. Le malade libéré a été remis au psychiatre pour traiter en seconde phase physiquement ce que ces exercices avaient fait subir à son système nerveux et à son psychisme. Une petite chose amusante quand même, le psychiatre a tenu à confisquer le livre en question, mais le père a préféré le brûler. Alors le psychiatre s'est fâché, il a même failli renvoyer le malade. Bon, mais finalement, tout s'est très bien passé et le monsieur a été traité. La convalescence a été assez longue, avec des rendez-vous mensuels, mais quand même. Voilà le cas. Quelle leçon
en tirer pour la jeunesse. Vous comprenez bien qu'il ne s'agissait pas d'une curiosité, encore moins d'un exercice de piété chrétienne. C'est évident, non? Les collègues lui avaient dit « Tu deviendras un homme ». Ne trouvez-vous pas de parallèle avec la parole du serpent de la Genèse? Choisir le chemin des valeurs positives et y rester fidèle, c'est plutôt comme ça qu'on devient un homme. La société ne peut pourtant pas décliner totalement sa responsabilité ici. D'un, les jeunes ne sont pas éduqués à la ténacité. Et c'est ce que je disais au début de ce podcast, quand je conteste les systèmes éducatifs. Les jeunes ne sont pas éduqués à la persévérance, à l'obstination pour atteindre les résultats par le travail. Il faut aller vite, très vite, au point où plusieurs vont arriver en fin de carrière avant l'âge mûr. Écoutez, quand vous serez inspecteur général de service, 20 ans avant l'âge de retraite, qu'allez-vous faire de tout ce temps que vous allez passer au plafond? De deux, la répartition des fruits de la croissance n'a pas souvent d'autre logique que celle de la secte, si ce n'est pas de la tribu, des parrainages et autres choses semblables. Le mérite devient donc un délit. Tout le monde le sait, et bon, nous disons que on va faire comment, c'est comme ça que ça marche. Comment espérer le progrès et le développement dans un pays où le mérite n'est pas une valeur? Parlant encore des valeurs, reconnaissons humblement que notre échec à nous, quand je dis à nous, je parle des parents, je parle de la génération actuelle. Notre échec, c'est que nous n'avons justement pas réussi à transmettre les valeurs. Remettons les valeurs au programme, non seulement de l'éducation de la jeunesse, mais aussi de notre éducation à nous-mêmes. Nous avons besoin de les réviser. En attendant, paix, travail, patrie, ça veut dire quand même quelque chose, c'est quelques mots.